Nous sommes heureux de vous retrouver pour le 24e numéro de votre émission littéraire Préface. Vous continuez à être de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions grandement et sincèrement. J'ai coutume de dire et d'écrire que la littérature est un merveilleux pont entre les humains et ceci se vérifie systématiquement. Chaque fois que nous lisons ou écoutons un livre, nous allons non seulement à la rencontre d'une histoire, à la rencontre d'un univers particulier, mais aussi nous rencontrons une autrice ou un auteur avec tout ce qui le caractérise. C'est en cela que je parle de pont. Un livre est la pièce d'identité d'un écrivain ou d'une écrivaine. Il dit bien plus sur celle ou celui qui écrit que ses propres papiers. L'auteur que nous recevons aujourd'hui confirme cette citation de Pierre Corneille, poète et dramaturge français du XVIIe siècle. « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Réplique tirée de la pièce de théâtre Le Cid, parue en 1637. En effet, vous découvrirez un poète qui se fait appeler Jean, originaire de la République d'Haïti, à travers son premier recueil poétique intitulé « Gladiateur », paru aux éditions Saint-Honoré à Paris. Un peu d'histoire. Haïti est connu pour ses nombreux auteurs et autrices comme René Despestre, Franck Etienne, Yannick Lahens, Evelyne Trouillot, Marie-Ange Jolicoeur, Jean d'Amérique, Dany Laferrière qui siège à l'Académie française et Mackenzie Orsel qui faisait partie des finalistes du prix Goncourt 2022 pour ne citer qu'eux. En effet, la liste des écrivains et écrivaines de Haïti est longue comme un jour sans fin. La poésie est un genre majeur en Haïti. Dans la préface de son anthologie de poésie haïtienne contemporaine, James Noël, en 2015, écrit qu'en Haïti, la poésie est considérée comme le genre majeur par excellence. Cela n'est sans doute pas étranger à la capacité de la poésie à sublimer le réel, à fournir au poète la possibilité de se réaliser dans un monde adverse. René Despestre, en 1980, écrivait à ce sujet que la poésie est le seul état de la vie qui permet de marcher pieds nus sur des kilomètres de braises et de tessons ou de traverser à dos de requin un bras de mer en furie. Avant d'arriver à la poésie telle qu'on la connaît aujourd'hui en Haïti, il existait une poésie précolombienne. L'arrêto était chez les Taïnos un acte cérémonial associant musique, danse, chant et poésie et racontant et honorant les actes héroïques des ancêtres, des chefs et des sémis, donc ce sont des divinités ou esprits ancestraux, et des sculptures abritant ces esprits. Il était exécuté sur les places centrales des villages et rassemblait les membres de la communauté locale ainsi que les membres des communautés voisines. Les arrêtos sont composés par des sambas, donc des danses. Il y a à la fois des poètes, conteurs et récitants. C'est ce que dit Dorsainville en 1926. Ils ont une grande importance dans la vie politique, sociale et culturelle des Taïnos. Anacaona, cacique du cacicat de Xaragua sur l'île d'Hispaniola, dont le véritable nom était Ahati ou Boyo en langue taïno, est connue comme une grande compositrice d'arrêtos. Avec l'arrivée massive de personnes mises en esclavage, naît une nouvelle langue, le créole, mêlant le français à diverses langues ouest-africaines et centre-africaines comme le wolof, le fon, l'ewe, le kikongo, le yoruba et l'igbo. Se développe alors, basée sur cette nouvelle langue, une oraliture. Ce terme est proposé par Ernst Merville dans le journal Le Nouvelliste du 12 mai 1974, en remplacement de celui de littérature orale qui, selon lui, sous-entend comme une sorte de prépondérance, de domination accordée à l'écriture sur l'oralité. L'oraliture de la période allant du XVIIe siècle au début du XIXe siècle comprend principalement des contes dits ou chantés,
des devinettes, des proverbes, des comptines, des prières, des poésies, des chants de travail et des chants de carnaval. Avec le XIXe siècle vient le début de la littérature écrite. Les classes dirigeantes et les élites intellectuelles qui émergent au sein de la nation haïtienne indépendante restent très imprégnées de la culture française. La poésie épouse alors au fil de ce siècle les courants littéraires successifs qui viennent de France, comme le classicisme, le romantisme, le parnasse et le symbolisme. Alors, si je devais continuer à parler de l'histoire littéraire de Haïti, il me faudrait encore plusieurs émissions, tant la littérature y tient une place centrale, que ce soit du point de vue des romans que celui de la poésie. L'auteur que nous recevons, Jean, ne dément pas cette tradition et il s'inscrit dans la grande lignée de poètes qui l'ont précédé. Bonjour Jean. Bonjour Laure. Alors, peux-tu dire en quelques mots, parce que je n'ai pas voulu donc rentrer dans trop de détails, mais je vais te laisser le faire, peux-tu dire en quelques mots à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, qui es-tu? Depuis quand écris-tu? Et pourquoi avoir choisi l'écriture comme moyen d'expression? Bon, je suis Jean Winer, c'est juste D'accord. mon nom complet. Je suis né en Haïti, à Marchand-des-Salines. Et j'ai passé mon enfance à Marchand-des-Salines. Après, je suis rentré à Port-au-Prince pour mes études secondaires. D'accord. Et après, bon, l'écriture, et je commence à écrire, je crois, à partir des 15-16 ans. J'étais en troisième, seconde, un truc comme ça. Et ce qui me pousse à écrire, c'est les vécus. Et quand tu regardes dans ce que j'écris, c'est ce qui est du vécu. Donc, tu choisis d'écrire parce qu'effectivement, ça te permet de retranscrire des choses que tu as déjà vécues, des choses du quotidien, Oui. Et sans doute des choses que tu as vécues en étant en Haïti. En Haïti et aussi ici en Guadeloupe, Et tu es en Guadeloupe depuis combien de temps? depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et donc, tu es venu ici, si je comprends bien, pour continuer des études ou quelque chose comme ça? Oui, c'était les buts, en fait. Mais D'accord. après, il y a d'autres choses, mais bon. Au départ, c'était pour ça. Ouais, au départ, c'était pour ça. Alors, pourquoi la poésie? Est-ce que tu t'es déjà essayé à d'autres genres littéraires autres que la poésie? J'écris de la poésie, j'écris aussi du théâtre et j'aime bien aussi les essais. Mais bon, il faut avoir de la maturité. On ne peut pas sauter les étapes. Et la poésie, c'est plus facile en quelque sorte pour retranscrire et certaines émotions. Et aussi, une personne peut lire un texte en quelques minutes, mais pour lire un essai ou parler au théâtre, c'est pas pareil que de lire de la poésie. Mais quand tu dis que la poésie, c'est plus facile, parce qu'il y a quand même des gens qui, entendant ça, se diront « bah oui, bah, écoute, je vais me lancer, etc. » Quand tu dis que c'est plus facile, tu veux dire quoi exactement? Parce que quand même, dans un texte poétique, il y a des figures de style, il y a les rimes, il y a les assonances, enfin bon, c'est peut-être pas si facile que ça. Et quand je dis que c'est facile, c'est parce que, bon, ça demande aussi un niveau scolaire, un niveau littéraire pour écrire de la poésie. Quand même, oui. Mais pour écrire soit du théâtre ou des essais, ça demande encore plus de recherche, d'études. Mais la poésie, c'est de l'inspiration, ça vient du cœur. Alors, avant d'arriver à ton recueil, comment peux-tu expliquer cet intérêt aussi intense pour la littérature en Haïti? Est-ce que c'est l'école qui vous pousse à lire, à écrire? Est-ce qu'à l'école, tu as étudié des auteurs haïtiens? Parce que dans mon introduction, j'ai cité quelques-uns parmi les plus connus en Guadeloupe, mais la liste d'auteurs et d'autrices en Haïti, c'est comme je l'ai dit, c'est comme un jour sans fin. Alors, comment expliques-tu cette richesse littéraire dans ton pays? Bon, la richesse littéraire, c'est que par rapport à l'histoire, et Haïti, c'est un pays historique. Et les auteurs, les romanciers, les poètes,
ils ont contribué aussi à cela. Et à l'école en Haïti, on étudie la littérature haïtienne et aussi la littérature française. Et des troisièmes jusqu'à terminale. Et Ah bon, ce n'est qu'en troisième que vous commencez à étudier la littérature? ouais, c'est en troisième jusqu'en terminale. Ah d'accord, mais avant, Non, avant, on fait de l'histoire et on étudie les fables de La Fontaine. Mais c'est en troisième qu'on commence à étudier la littérature haïtienne et aussi la littérature française. d'accord. Et quel est le premier auteur, est-ce que tu t'en souviens, le premier auteur haïtien que tu découvres? C'est Ardouin, Maubrun Ardouin. Et c'est ce qu'on nous enseigne d'abord, les frères Ardouin. Après ça, il y a Marcion Kouakou, Oswald Durand. Donc les Et classiques, quoi. Zévillers, les classiques et tout. C'est ça. Et est-ce que ce sont ces auteurs-là qui ont poussé chez toi, qui ont fait naître chez toi ce désir d'écrire? Ouais, je peux dire, hein, surtout Oswald Durand et Zévillers. Qu'est-ce qui te plaît dans leur écriture? Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? N'hésite pas, hein, c'est Ouais. une conversation, comme je te l'ai dit. Oswald Durand, c'est de la douceur et c'est aussi un charmeur. Je vois quand il a écrit un texte, Choukoun, le marabout, et il a écrit plein de choses, hein, et Oswald Durand. Et aussi avec Edsé Villers, Les 10 hommes noirs. Ça veut dire qu'il explique la réalité des Haïtiens. Et tous les auteurs haïtiens, c'est comme ça. Hein. C'est les vécus haïtiens, on le retranscrit dans l'écriture. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est lié à l'histoire dense, l'histoire riche, l'histoire de souffrance? Est-ce que tu penses que c'est ceux qui se retrouvent dans chacun des textes? Oui, ça c'est lié à l'histoire. Et tout le monde essaye de retransmettre quelque chose, soit par l'écriture, soit par les danses, mais tout le monde a quelque chose à retransmettre, surtout dans la littérature haïtienne. Et tout le temps, il y a des rebondissements, et aussi à chaque fois qu'il y a des révolutions en Haïti, et ça commence toujours, on va dire souvent, avec les auteurs, les poètes, les philosophes et tout, c'est ça. Donc en fait, tu veux dire que finalement, la littérature n'est pas simplement quelque chose comme un salon de thé entre intellectuels, c'est vraiment quelque chose qui va nourrir la réflexion du pays. La littérature, je peux dire que c'est l'âme du peuple haïtien. La peinture aussi. La En fait, de peinture. manière générale, j'ai Ouais. constaté que les arts en Haïti sont très présents. La musique, la peinture, la littérature. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'expression? Bon, il y a d'autres moyens d'expression, mais les moyens d'expression les plus libres qu'on peut utiliser, parce que pour écrire quelque chose, ça vient du cœur, mais pour retransmettre quelque chose, soit à l'étranger, on ne peut pas lever de bon matin pour dire on va dans la manifestation dans les rues, mais si avec notre crayon, on peut tracer l'histoire du pays, avec notre stylo, on peut retranscrire l'histoire du pays avec tous les boutiques qui s'y trouvent dans la musique, le compas. C'est ça. Donc en fait, ce sont ces gens-là, mais aussi cette histoire-là qui t'a poussé, donc qui t'a lancé, qui t'a autorisé, on va dire, à te lancer dans l'écriture. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à publier? Parce que tu me dis que tu écris depuis l'âge de 15-16 ans environ, mais comment tu as fait pour passer au stade de la publication? Qu'est-ce qui t'a poussé? Bon, en fait, c'est une longue histoire. C'est que Nous t'écoutons. souvent, j'écris des textes quand je ne me sens pas bien. Et puis, je laisse ça comme ça. Hein. Je n'ai jamais l'intention d'écrire un livre, que je vais devenir un auteur, peu importe. J'écris, c'est juste pour me faire plaisir. Et j'étais à la bibliothèque municipale de Mornalo. Il y a Madame Corneille. Et elle a vu ce que je fais. Elle a dit, mais bon, tu as le talent, tu peux aller plus loin. Et après, il y a un autre ami aussi, c'est Mehdi, que tu connais aussi. Oui, tout à fait. Et On le salue d'ailleurs, ouais, Mehdi Cafet. il m'a encouragé, il m'a fait rencontrer des auteurs. Et comme ça, ils m'ont donné de l'encouragement pour dire, tu peux y arriver, en fait. Et comme ça, j'ai essayé, j'ai écrit les manuscrits. Et j'ai envoyé ça comme par hasard. Un jour, j'ai envoyé ça avec à plusieurs maisons d'édition. Et comme par hasard, il y a
je crois, 4 qui m'ont répondu et qui vont publier mon recueil. Ça Waouh! m'a étonné, en fait. Parce que pour moi, j'écrivais que des trucs pour m'amuser. Et après, ils m'ont répondu. Et puis, bon, le reste, c'est ça. C'est incroyable. Alors, venons-en maintenant au livre, donc Gladiateur. Alors, le mot gladiateur vient du latin gladius, glaive, qui signifie combattant à l'épée. Ce sont des adversaires qui s'affrontent ou qui affrontent des bêtes. Pourquoi ce titre qui est au singulier? Contre qui ou contre quoi te bats-tu, Jean? En fait, gladiateur, je me considère comme pas un gladiateur avec l'épée, mais un gladiateur des mots. Parce que dans la vie, nous sommes tous des gladiateurs. On a tous un combat et on se bat pour plein de choses. Et c'est ça qui m'a inspiré. Moi, j'ai un combat au quotidien et il y a beaucoup de gens qui ont d'autres combats. Et surtout, j'aime l'histoire romaine, la Grèce, les Spartiates. Je suis passionné de ces histoires. D'accord. Et quand j'ai lu l'histoire de la gladiature, et puis ça m'a inspiré en fait, et du vécu. Et puis bon, j'ai dit, bon, je vais écrire Gladiateur. D'accord. Donc c'est toi qui as choisi ton titre, c'est Ouais, pas la maison d'édition. C'est moi qui ai choisi mon titre. D'accord. Alors, le premier texte s'intitule Les gladiateurs, à la page 9. Donc, dans la première strophe, tu passes du on à d'autres. Alors, systématiquement, on passe du on à d'autres. On se bat pour la liberté, d'autres pour la propriété. On s'acharne pour la nourriture, d'autres pour des pourritures. On s'affronte pour la richesse, d'autres pour donner la tristesse. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques de qui il s'agit. Parce que je vois qu'il y a cette alternance entre on d'un côté, d'autres. C'est qui on? C'est qui d'autres? Et on, moi je peux m'identifier à on, il y a d'autres personnes qui peuvent s'identifier aussi à on, mais c'est juste pour vous montrer que les combats, il n'y a pas que du bien. C'est dans les deux sens en fait. Il y a des gens qui mènent des combats justes, et il y a d'autres aussi, on peut dire, qui mènent des combats injustes. D'accord. Donc, toi, tu te reconnaîtrais dans les on. Ouais, je me reconnaîtrais. Parce qu'effectivement, chaque fois que tu parles des on, c'est positif, et que chaque fois que tu parles des autres, c'est négatif. Tout à fait. Donc, alors, est-ce que c'est une façon de montrer que la chose est un petit peu manichéenne, c'est-à-dire que d'un côté le bien, d'un côté le mal, ou est-ce que c'est plus complexe que cela? Bon, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très nuancé, en fait. Et je ne vois pas le monde genre noir et blanc. D'accord. Il y a des nuances. Mais des fois, il faut appeler un chat un chat. Il faut dire les choses comme elles sont. D'accord. Alors, le dernier vers m'a interpellée de cette poésie. Tu dis « Les hommes meurent, mais pas un gladiateur ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce vers et pourquoi cette opposition homme au pluriel et gladiateur au singulier? En fait, un gladiateur, ça ne meurt pas, ça se transforme en super-héros. Homme, je peux dire un homme naturellement comme ça. Et quand tu regardes l'histoire, Spartacus, tous les gladiateurs dans les passés, on peut citer Toussaint Louverture, c'était un gladiateur, et Nelson Ah, Mandela. toi, tu le vois comme un gladiateur? Oui, c'est un gladiateur. Au niveau donc métaphorique, en fait. Oui, métaphorique. D'accord. Ces personnes-là ne meurent jamais. Ok. Ce je sont vois. des super-héros. Mais les hommes simples, ça, ils meurent. Donc en fait, tu veux dire que l'œuvre que ces personnes ont laissée, les combats qu'ils ont menés, finalement, leur survivront. Oui, Parce qu'ils se sont donc lancés dans quelque chose, parce qu'ils se sont investis dans une action. Finalement, cette action leur survie va perdurer au-delà de l'existence physique. oui, au-delà de l'existence physique. Donc en fait, si je comprends bien, Jean, tu souhaites être un véritable gladiateur, c'est-à-dire qu'au-delà de ta vie terrestre, c'est aussi pour ça que tu écris, Oui, c'est pour ça que j'écris. pour avoir cette part d'éternité. Ouais, pour laisser ma trace. D'accord. Donc le second texte qui s'intitule « Réponds-moi » contient de nombreuses questions. Alors vraiment, il n'y a que ça. Hein. Alors qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 25 ans à se poser tant de questions? Tu écris à un certain moment « Que demandes-tu
de l'aide ou l'égalité? L'aide qui est conditionnelle ou l'égalité sans valeur? Est-ce que tu fais référence à la situation dramatique de Haïti? Ah oui, parce que quand tu regardes en Haïti, bon, on dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. C'est ce qui est écrit à la Charte de l'ONU. Et quand tu vois que les Haïtiens, partout dans le monde, ils galèrent. C'est la galère du ouf. Et souvent, on pense être libre, on pense qu'on dit ouais, on est tous égaux. Mais bon, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et quand on nous vend de l'égalité, qu'est-ce qu'il y a derrière? On peut voir que c'est une notion vide de sens. Ce n'est pas une égalité réelle. Et on est égaux si on a les moyens, mais si on n'a pas les mêmes moyens, on n'est pas égaux. C'est pour ça que souvent je me questionne sur la légalité des chances. Parce que quand tu vois une personne qui est handicapée par rapport à une autre personne qui a tous ses membres, il n'y a pas d'égalité de chance. Parce que s'il y a une compétition, la ligne de départ, 3, tu es sur une chaise roulante et moi je mets des jambes. C'est normal que la personne qui a ses 10 jambes puisse arriver avant la personne qui est sur la chaise roulante. Et c'est ça en fait en Haïti. Les Haïtiens, on peut dire que ce sont des handicapés par rapport à leur statut et la condition économique du pays. Et ils sont en retard par rapport à beaucoup de gens. L'an dernier, j'ai lu dans un article, c'est sur la Banque mondiale, qui dit que une personne qui est née en Haïti est 46 fois en retard par rapport à une autre personne qui est née dans un pays, par exemple comme en France ou aux États-Unis. Ça veut dire que moi, je suis en retard de 46 points par rapport à une personne qui est née en Guadeloupe ou aux États-Unis, en Suisse. Et ça, il n'y a pas d'égalité dedans. Et qu'est-ce que ça fait naître comme sentiment chez toi et chez d'autres jeunes de ton âge? Bon, pour certains, c'est la déception, et la tristesse, l'incertitude. Mais pour moi, bon, je prends ça comme une arme pour me défendre. Parce que souvent, quand il y a des choses qui nous arrivent, on peut faire des choses avec. Soit on laisse ça nous écraser, soit on les écrase. Mais il y a des moyens, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Il y aura toujours des barrières en fait. Mais avec ce qu'on a, ce qu'on peut, on doit aller de l'avant. On ne doit pas rester pour pleurnicher et tout, pour dire on n'a pas de chance. La victimisation, ça, j'aime pas du tout. Alors, souvent on dit donc du peuple haïtien qu'il est un peuple résilient. Et je trouve que dans ton recueil, je n'ai pas trouvé de la résilience. J'ai trouvé, ou alors peut-être pas au sens où on l'entend. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, résilience, c'est résignation, alors que ce n'est pas ça. Non. Au contraire, oui, il y a peut-être de la résilience, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne laisses pas les choses négatives t'écraser, puisque justement, en tant que gladiateur, voilà. Si jamais tu te positionnes en tant que victime, tu meurs. Ouais. Donc, en fait, on dit souvent du peuple haïtien qu'il est résilient. D'où vient, à ton avis, cette force que l'on vous attribue en général? Bon, cette force, bon, ça dépend. Chacun trouve sa force dans la religion. Il y a aussi le vaudou ou aussi dans le protestantisme. Parce qu'en Haïti, il n'y a pas que le vaudou. Hein, parce que souvent, les gens ils disent que les Haïtiens, c'est les trucs sociaux et tout. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en Haïti, il y a plus des protestants et catholiques que des vaudouisants. Exact. Et souvent, les gens, avec leurs croyances, il y a des gens qui croient au paradis quand ils meurent et ça va s'améliorer, surtout avec les prédications des pasteurs, des évangélistes, des prêtres. Il y a des gens qui se résignent à ça. Mais il y en a d'autres qui vont plus loin, en fait. Et pour dire, c'est que la résilience du peuple haïtien, ça vient, je crois, par rapport aussi à leur histoire. Parce qu'on a une histoire qui est, je peux dire, tous les peuples noirs de ce monde sont fiers quand même
parce on a tracé la route pour beaucoup d'autres personnes. Même si ça ne nous suit pas, mais d'abord, on a fait ce qu'on a fait dans les passés. Ça reste une chose hors commun. Absolument. Alors, on va te retrouver tout à l'heure parce que nous sommes déjà arrivés à la première partie, à la fin de la première partie de cette émission. Donc, nous nous retrouvons après notre page de publicité, nous retrouvons notre auteur, Jean, avec donc son recueil donc, de poésie qui s'intitule Gladiateur. À tout de suite. Alors, nous retrouvons notre auteur, Jean, pour cette deuxième partie de cette conversation littéraire autour donc, de son recueil poétique Gladiateur. Donc, nous étions en train de dire effectivement qu'on a tendance à dire du peuple haïtien qu'il est résilient. Et toi, tu nous expliquais que ce qui, selon toi, donne cette résilience, c'est l'histoire et le fait que, sans doute, certains s'accrochent à Dieu, d'autres s'accrochent au vaudou. Enfin, chacun a sa capacité à pouvoir, on va dire, s'accrocher, mais surtout se réinventer. Mais toi, c'est l'écriture que tu as choisie afin de pouvoir tracer ta route. C'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est l'écriture, c'est une âme. C'est une lame, oui. Alors, j'aimerais que tu nous lises le poème à la page 29 qui s'intitule Haïti. D'accord? J'aimerais bien que tu nous en fasses la lecture. Alors, moi, j'y ai vu à la fois un hommage et une dénonciation. Alors, une fois que tu auras lu, je vais te poser la question suite à ce texte. Haïti, celle de la révolution des Jacobins noirs, terre des richesses et de la liberté, patrie des guerriers et porteur d'étendards de la fierté, terre d'une lumière qui brille du matin au soir, une lumière qui fait jaillir la liberté, l'égalité et la fraternité. Même dans la noirceur de l'esclavage, tu arrives à créer une lueur d'espoir. Haïti, terre où l'armée napoléonienne a été vaincue, terre de Dessalines, de Pétion et de Toussaint Louverture, terre des Taïnos et l'Eldorado des grands colonisateurs, terre du sang, de la sueur et des durs labeurs, terre des poètes, des philosophes et une riche littérature, terre qui rappelle aux hommes noirs ses prouesses et ses valeurs. Haïti, c'est aussi le transport de la marchandise de la honte à Croix-des-Boussales, un pays très riche mais appauvri par les puissances impérialistes, un royaume d'anges qui se transforme en territoire des chacals. Sur les murs de la liberté, ils ont tout fait pour effacer ces noms sur la liste. J'espère qu'un jour, l'histoire retiendra jamais ce nom dans ses annales. Toi, la mère des impossibles, de l'imprévisible, à toi la fierté, l'honneur et la gloire. Merci beaucoup, Jean. Alors moi, j'y ai vu, comme je te disais, à la fois un hommage, mais en même temps, une dénonciation. Alors, tu disais tout à l'heure que c'était une lame, et moi je te dis, est-ce que l'écriture, et pour toi, est-ce que c'est la seule arme, et est-ce que c'est une arme efficace quand on voit tout ce qui se passe, pas simplement en Haïti, mais singulièrement en Haïti, où il y a tant de choses désastreuses qui se passent, mais en même temps, tant d'écrits et d'écrivains aussi géniaux, extraordinaires. Mais finalement, je me pose la question, est-ce que l'écriture est une arme efficace? En fait, l'écriture, elle est efficace. Mais ça dépend de la manière dont on l'utilise. Et il n'y a pas qu'avec l'écriture qu'on peut changer un pays. Parce que si l'auteur dénonce certaines choses, il y a des personnes qui sont payées pour prendre des décisions pour le peuple. Et c'est ces personnes-là qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et sinon, les écrivains, ils sont là, c'est pour retransmettre, retranscrire. Comme des éclaireurs, en fait? Oui, comme des éclaireurs pour dire
voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'on doit faire. Mais les personnes qui devraient prendre les décisions, s'ils ne font rien, parce qu'en écrivain, tu as le pouvoir de toucher les cœurs d'une personne, mais tu n'as pas le pouvoir de prendre des décisions pour un pays. Absolument. Donc effectivement, c'est pour ça que tu rends hommage, donc ça se termine comme une prière, à toi l'honneur et la gloire. Ça fait penser au Notre Père, en fait. Oui. Donc la religion, effectivement, est très présente en Haïti. Oui, la religion est très présente et aussi, je veux dire que la religion, sous certains angles, contribue à ce qui se passe en Haïti. Parce que quand tu vois qu'il y a des pasteurs, malgré les gens, ils sont dans la misère. Tu t'imagines dans un pays où les gens, ils vivent avec moins d'$1 par jour. Tout à fait. Et il y a des pasteurs qui te disent, ben, il faut apporter ci, il faut apporter ça, il faut apporter de l'argent. Et les gens, ils sont marginalisés. Il y a des choses, il y a des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Et avec le peu des moyens, ils vont apporter ça à l'église. Et puis, les personnes restent tout le temps dans la pauvreté. Et aussi, les églises aussi, ils ne forment pas des gens. Quand tu vois, on va faire des jeûnes à gauche, on va faire des jeûnes à droite, on va prier pour le pays. Mais comme disent, bon, je ne connais pas la personne, mais j'ai vu ça quelque part, il a dit que ce n'est pas la prière qui change un pays, c'est la justice. Tant qu'il n'y a pas de la justice, ben rien ne va se passer. Et non plus, je l'ai toujours dit avec mes camarades, Dieu ou Jésus ou peu importe les lois, ils ne vont jamais changer Haïti. Ce sont les Haïtiens qui doivent changer leur pays. Parce qu'il y a beaucoup de pays, il y a des gens qui ne prient pas ou bien ils n'ont pas de divinité. Mais leur pays, ça fonctionne. Tout à fait. Mais le problème, ce n'est pas Haïti, c'est l'Haïtien. Waouh! C'est très fort ce que tu viens de dire, effectivement. J'aimerais bien que tu nous lises un second extrait. Donc, dans ce recueil, comme je te disais, quand on a préparé l'émission, il y a beaucoup de thèmes, mais il y a beaucoup de colère. Il y a certes une forme d'espoir, mais il y a beaucoup de colère, on est d'accord? Oui. Et tu t'attaques à des thèmes qui sont, je veux dire, pour la jeune personne que tu es, qui sont quand même lourds, la mort, le désespoir. Donc, j'aimerais que tu lises ce texte à la page 33, La mort. Dans ce recueil, ton regard est celui de quelqu'un de très lucide. Après, je vais te poser une question quand tu auras lu ce texte. La mort. Tu n'en as rien à foutre si on est riche ou pauvre, si on est loxé ou chauve, si on est noir ou blanc, si on est paysan ou roi. Tu as une interrogation qui suscite beaucoup de discussions. Tu as une séparation pour ceux qui veulent une éternité dans l'union. Tu as une solution pour ceux qui sont dans la tribulation. Une frustration pour ceux qui veulent encore gagner des millions. Avec toi, c'est hier, je l'ai vu, après demain, tu n'es plus. Tu es comme l'éclair et le tonnerre. Tu es celle qui nous envoie au plus profond de la terre. Tu es le futur, le présent et le passé composés. Après ton passage, tu nous as tous décomposés. Tu es ce gâteau que tout le monde goûtera. Vivre une belle vie ou pas, on va mourir tôt ou tard. Tu as une VIP et devant toi, beaucoup de gens frémissent. Tu vas trouver tout le monde parce que tu ne fais pas de parti pris. Tu aimes les gens de bien autant que les gens de mal. Tout le monde se demande d'où vient ta force infernale. Après toi, est-ce le néant, l'enfer ou le paradis? Une seule chose dont je suis certain, tu n'éradiqueras jamais la vie. Alors, je te disais tout à l'heure que tu avais un regard très lucide. C'est assez, je veux dire, incroyable. Mais je suppose que quand on ne vit pas que dans la légèreté, on est obligé donc de se poser des questions. Alors, quels sont tes rêves, Jean? Parce que je me dis que même si effectivement tu viens d'un pays où la situation pousse
à se poser des questions, à se mobiliser, etc. Mais j'imagine qu'à 25 ans, tu as des rêves. Ben, oui, j'ai beaucoup de rêves en fait. Et d'abord, et je peux dire, mon rêve le plus sincère, c'est de voir qu'il y a une amélioration en Haïti pour que j'y retourne. C'est mon plus grand rêve. Je vais retourner dans mon pays. Parce que des fois, quand tu n'es pas chez toi, et c'est pas la même chose, hein. Mais avec tout ce qui se passe, et il y a beaucoup d'incertitudes, mais mon plus grand rêve, sincèrement, c'est de voir qu'il y a une amélioration dans mon pays où là, je vais me sentir vraiment, vraiment, vraiment bien. Est-ce que tu as eu des échos? Est-ce qu'en Haïti, dans ta famille, ils savent que tu as écrit? Bon, en fait, comment dire ça? Ouais, il y a certaines personnes de ma famille qui savent, qui sont au courant. Mais bon, tout le monde ne lit pas. Et il y a aussi des camarades qui sont au courant. Mais il y a des petits échos en Haïti, quand même. C'est pas D'accord, beaucoup, mais il y en a. d'accord. Donc il y a quand même des gens qui ont là-bas qui ont lu ton livre. Oui. D'accord. Et quel a été leur retour? Comment ont-ils perçu ton recueil? Souvent, il dit que bon, depuis tout jeune, par exemple, à l'église, j'écrivais des slams pour déclamer à l'église. Et quand il voit ce genre de choses, il dit je savais que tu as du talent. D'accord. Et il faut continuer comme ça. Ils m'ont donné de la force, du courage. Et ça m'aide beaucoup en fait. Parce que moi, quand je fais ça, je ne m'attendais pas à tous ces rebondissements en fait. Mais ça arrive et on ne peut rien y faire en fait. On vit avec et puis on veut aller de l'avant pour faire des bonnes choses et aussi créer d'autres projets un peu plus concrets, un peu plus larges que Gladiateur. Qu'est-ce que j'allais te dire? Qu'est-ce que cet ouvrage, ce recueil, pour l'instant, t'a apporté en tant que personne? Parce que quand on a préparé cette émission au téléphone, tu me disais qu'à certains moments, tu te sentais triste. Qu'est-ce que l'écriture t'apporte, Jean? Ça Le m'apporte fait d'écrire. le fait d'écrire et ça me permet de me sentir vivant et aussi utile que je ne suis pas un bon à rien, que malgré la situation critique dans laquelle je vis, qu'il y a des choses qui sont bonnes en moi. Et tous ceux qui sont à l'intérieur de moi, des positives, je dois le retranscrire pour servir à quelque chose. Parce que quand on vit, on ne doit pas rester contenté, aller soit à l'église, au travail et tout. Il y a d'autres choses. Et l'écriture, ça nous permet d'extérioriser ce qu'on ressent à l'intérieur. Et ça permet aussi de toucher des consciences et aussi faire de nouvelles rencontres. Et tout ce que tu ne peux pas dire avec une personne de vive voix, mais l'écriture, ça te permet d'exprimer tous tes ressentiments sans arrière-pensée, hein, parce que ça vient du cœur en fait. Parce que quand tu parles, tu peux... Il peut y avoir des retenues. Il y a des choses que tu ne veux pas dire pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas gêner, pour ne pas être embarrassant. Et parce que quand je parle, vu que je suis très timide de nature, je parle peu. Mais à travers l'écriture, ça me permet d'extérioriser tout ce que je ressens à l'intérieur. Alors, je vais lire un texte. Ici, il est question d'amour, de détermination, d'espoir, mais aussi de souffrance. Face à l'horizon. Face à l'horizon, j'hésite, je trime. Je titille sur mes mots, les mots me manquent. Je n'ai plus d'encre dans mon corps pour faire des rimes. Mon bateau coule et je n'ai plus de planque. Il ne me reste que l'espoir et ma rage pour affronter les averses et les orages. Crois-moi, j'atteindrai l'horizon, à la rame ou à la nage. Face à l'horizon, je me reproche, je me pardonne.
Je déteste mes mauvaises attitudes. Je suis aussi reconnaissant pour les leçons qu'elle me donne. Je me forme, je m'informe et je prends de l'altitude. Je m'aime et je partage cet amour autour de moi. Personne ne me doit rien. Je gagne par ma solitude et je n'ai plus rien à perdre si ce n'est ma foi. Face à l'horizon, j'ai croisé l'amour. Souffrance et bonheur étaient les faces de sa monnaie. Une idylle qui n'était pas si chou. Parfois, c'est cyclonique ou une brise légère. C'était une petite braise qui attise un volcan. Il m'a sauvée et grandi tout en savourant le bonheur. Oh, qu'il est beau, inépuisable et très bon. L'amour est-il salvateur, Jean? Oui, l'amour est salvateur. Parce que quand j'ai croisé l'amour, ça a changé beaucoup de choses en moi. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, je traversais des moments extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Il y a même des moments que j'avais des idées très noires. Et j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne, elle m'a beaucoup aidé à traverser ce genre de moments compliqués. Et à chaque fois que je pense à faire un truc négatif, j'ai dit, bah tiens, elle est là. Et c'est pour ça que ça m'inspire beaucoup de choses, en fait. L'amour, je crois que c'est très salvateur. Ça peut changer beaucoup de choses. Par exemple, quand tu as de la rage à l'intérieur de toi, et l'amour, ça tombe sur toi comme ça, tu ne peux rien y faire. Comme un seau d'eau glacée. Oui. Donc, tu en parles aussi à la page 23, Amour ou Béguin. Alors, est-ce que tu te définirais comme un poète romantique, alors au sens du 19e siècle, hein, c'est-à-dire celui qui doit pouvoir dire le monde qui change et exprimer un moi qui se découvre et aperçoit ses propres profondeurs et ses propres souffrances. Est-ce que tu te reconnaîtrais dans cette définition du poète romantique, cette définition qui courait au 19e siècle? Bon, et Alors, ce n'est pas la fleur bleue, hein, ce n'est pas je t'aime moi non plus. Hein. C'est ce mal-être que l'on voit souvent chez les poètes romantiques au 19e siècle. ben, bon, je ne peux pas dire, il y a des nuances en fait. Parce que moi, je suis très réaliste en fait. Souvent, je me questionne beaucoup sur ce que je ressens et sur l'intérêt de ce que la personne ressent. Et quand j'aime une personne, je l'ai dit franchement. Il n'y a pas de détour. Et bon, il y a des personnes qui sont très pudiques en fait. Moi, j'ai décrit l'amour tel qu'il est. D'accord. Même quand parfois il est douloureux. Même quand il est douloureux. C'est ça l'amour. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'amour. Tu penses? Parce que, On est obligé de souffrir. en fait, est-ce qu'on est obligé de souffrir en amour? Mais je pense que ça apporte quelque chose en fait. Quand tu connais la souffrance, parce qu'on n'est pas aussi dans les Harlequins en fait. Parce que c'est quand tu lis les Harlequins, c'est... J'avais oublié cette collection-là, la collection Harlequin, oui. Mais c'est toujours, ouais, et les histoires se terminent toujours très bien. Mais quand je dis que souffrance et bonheur, c'est comme une pièce, il y a... Ce sont les deux faces. Ce sont les deux faces en fait. C'est pas des choses différentes, mais c'est une seule pièce. Mais souvent, on a tendance à séparer ça. Mais l'amour, c'est souffrance et bonheur. Et ça s'alterne en fait. Et quand tu aimes quelqu'un, quand j'aime dire, c'est pas comme un buffet qu'on a à la maison. On prend ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, on le rejette. C'est tout ou rien pour moi. D'accord. Un peu comme quand on aime son pays. Oui. Donc, parce qu'en fait, dans ce recueil, il y a plusieurs thématiques. Donc, il y a, comme je disais tout à l'heure précédemment, donc l'accusation, donc la dénonciation, l'accusation de ce qui se passe en Haïti. Il y a aussi l'espoir, il y a aussi cette espèce de rage qui est sourde en toi, mais qui en même temps est apaisée par l'amour. Il y a cet espoir qui est aussi là, mais c'est comme si c'était un espoir qui avait du mal à poindre. C'est comme si c'était un espoir qui avait du mal à naître. Alors, tu commences ton texte par ce recueil par Gladiateur, les gladiateurs, et puis on arrive à un dernier texte
Les mères transnationales. Alors déjà, le titre, il m'a interpellée. Transnationale. Alors pourquoi la figure de la mère et pas simplement la figure de la femme en général? Est-ce que tu penses que les mères sont davantage exposées aux souffrances? Bon, et bon, en général, c'est pour les femmes. Les mères, c'est encore plus compliqué parce que quand tu vois un- une jeune personne qui laisse son pays pour aller dans un autre pays, c'est plus facile pour la jeune femme de rencontrer un homme pour faire sa vie différent par rapport à une mère qui a probablement un compagnon et des enfants. C'est encore plus difficile. Est-ce que tu connais beaucoup de femmes ici, donc d'origine haïtienne, que tu vois trimer, que tu vois galérer? Moi, je connais beaucoup. Et c'est extrêmement, extrêmement compliqué leur quotidien. C'est pas facile du tout. Parce que la personne laisse son pays pour prendre soin de sa famille et, et souvent, c'est pas dans les meilleures conditions, pour pas dire toujours. Et quand tu regardes en arrière, quand les femmes, ou les mères plus souvent, et, ils s'expatrient, c'était pour retrouver leur mari. Tout à fait. Et aussi, les jeunes aussi, c'était pour retrouver leurs parents. Et ça permet aussi ce qu'on appelle l'intégration. C'est un peu Exact. plus facile. Tout à fait. Le père, il travaille et la maman, il s'occupe de ses enfants. Et maintenant, quand c'est les mamans qui s'expatrient et le père, il reste au pays ou bien il n'y a pas de père, et la personne, c'est une femme, et tu sais bien dans quelle société on vit. La femme, Elle est d'autant plus vulnérable, en fait. Elle est très vulnérable par rapport à un homme. Parce que le travail qu'un homme peut faire, la femme ne peut pas le faire. Et ça permet aussi que les femmes ou les mères transnationales, comme j'aime dire, souffrent beaucoup par rapport à la distance des enfants. Il y a des mères qui ne savent pas quand elles vont revoir leurs enfants ou leur famille parce qu'il n'y a pas moyen. Et ces personnes-là, ce sont les plus maltraitées, humiliées en fait. D'accord. Pas de respect pour ces mères-là. Parce qu'il y a des gens, tu vois, là, ils font des repassages, les cives, font tous les sales boulots. Mais il n'y a pas de respect pour ces personnes-là. Et en plus, si j'ai bien compris, chaque fois qu'elle gagne un peu d'argent, il faut qu'elle l'envoie au pays, comme on dit. Oui. On va terminer par la lecture de... Alors, peut-être pas la lecture, parce qu'il est quand même long. Tu consacres un long texte à Spartacus, à la page 35. Est-ce que tu peux nous rappeler, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, qui était donc Spartacus? Spartacus, c'est un ancien esclave et que Rome, bon, tout le monde connaît l'histoire de Rome, et Spartacus, il était un esclave à Rome. Et il a fomenté ce qu'on appelle une révolution hors du commun. Et ça a inspiré beaucoup de gens. Premièrement, moi, je peux dire, parce que tu t'imagines, une personne qui est en esclavage, qui n'a pas tous ses moyens, et l'armée romaine, tout le monde sait de quoi on est capable l'armée romaine. Et à plusieurs reprises, Spartacus, il a, on va dire, il a mis des bâtons dans les roues de l'armée romaine, mais il a démonté l'armée romaine. Absolument. Et en plus, il faut préciser que c'est un personnage, c'est pas simplement un personnage, c'est une personne, parce qu'il a réellement existé. Oui. Même si effectivement on n'a pas énormément de détails sur sa vie personnelle, mais ce qu'il a fait était suffisamment extraordinaire. Donc souvent, je le précise aux élèves, Spartacus, ce n'est pas qu'un personnage, c'est une personne, parce que les personnages, ce sont des êtres de papier que l'on trouve dans les romans, mais c'est une personne. Alors, ma question, c'est en quoi Spartacus t'inspire-t-il? Et est-ce que tu voudrais qu'il y ait davantage de Spartacus sur Terre? Spartacus, il m'inspire parce que quand je regarde l'histoire de Spartacus, qui est un esclave, il y a beaucoup d'esclaves qui étaient avec lui et qui s'y laissent faire. Et lui, il s'est révolté
et il a fait ce qu'il a fait. Et moi, je me considère un peu comme ça. Et par rapport avec toutes les barrières que j'ai dans ma vie pour faire des choses donc, que j'ai envie de faire, que je n'ai pas la possibilité de les faire, il faut se révolter. Pas prendre les armes comme Spartacus, mais il y a d'autres armes qu'on peut utiliser. Et je crois sincèrement que le monde a besoin de beaucoup de Spartacus. Hein. Parce que quand tu vois la doxa nous enseigne, voilà ce qu'on doit penser, voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas juste. Si tu fais ça, tu es un bon citoyen. Si tu ne fais pas ça, tu es un mauvais citoyen. Mais je crois qu'à l'époque des Spartacus, c'était comme ça. Hein. Si tu obéis à l'ordre, tu as la vie sauve. Mais si tu n'obéis pas, ben on va t'exécuter, on va te tuer. Eh bien, on a besoin de plus en plus de Spartacustes aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Je te remercie. Alors, j'ai quand même une dernière question, mais on va y aller un peu vite. Ton écriture est aussi une écriture engagée. Par moments, tu utilises un langage familier. Par exemple, dans le poème intitulé « On s'en fout ». Est-ce que tu pourrais nous le lire, s'il te plaît, à la page 20 ? Alors, et ensuite, je vais te poser donc 2 questions et on va clore cette conversation. Et après, on va te retrouver pour la conclusion de l'émission. On s'en fout. On s'en fout parce qu'on ignore qu'on soit fou. Fou pour des conneries qui nous rendent égoïstes et jaloux. On s'en fout de la détresse de nos frères et sœurs, juste pour gagner des likes et des commentaires. On s'en fout de notre jeunesse parce qu'on est responsable de rien. Papa et maman s'en occuperont. On s'en fout de la planète. On ne pense pas à demain. Réchauffement climatique, ça ne nous regarde pas. On s'en fout de notre santé en bouffant trop de merde. Une dépendance qui nous détruira lentement et sûrement. On s'en fout de nos vieillards complètement parce qu'on n'a plus peur de les perdre. On s'en fout dans un monde complètement fou. Chacun pour soi, un monde de cons qui sait quoi goût. Alors, pourquoi ce langage familier et à qui s'adresse ce poème? Est-ce qu'il s'adresse davantage à la jeunesse? Bon, ça s'adresse à tout le monde en fait. Et pas qu'à la jeunesse, surtout la jeunesse, mais c'est pour tout le monde. Et parce que souvent, quand on est jeune, on est insouciant. Tout à fait. De tout. On s'en fout, papa, maman, tout ce qu'on veut, c'est papa ou maman. Et après, les conséquences, et c'est ça. Peut-être dramatique. Dramatique. Et maintenant, il n'y a pas que les enfants qui s'en foutent. Il y a les adultes aussi qui s'en foutent de beaucoup de choses. Mais alors, pourquoi le choix du langage familier? Pourquoi n'avoir pas cherché à dire cela donc, de manière plus fleurie, on va dire? Quel est le sentiment que tu exprimes à travers ce texte? Mais le langage familier, je l'utilise, c'est plus pour que les gens puissent comprendre. Pour les choquer un peu, pour les interpeller. Choquer, pour les interpeller, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que souvent, j'aime dire ça, il faut appeler un chat un chat. D'accord. Des fois, qu'on passe et on fait la langue du bois. Trop d'euphémismes, ouais, etc. Donc, j'ai vu que tu abordes aussi des thématiques donc, actuelles, la malbouffe, les réseaux sociaux, les changements climatiques. Oui. Ma dernière question sera celle-là. Écrire n'est-il pas finalement un acte désespéré? Franchement, j'aime bien celle-là. Oui et non. Et désespéré parce que des fois, il y a de l'incertitude partout dans le monde. Et on retransmet les désespoirs. Et aussi, écrire aussi, c'est donner de l'espoir. Hein, pour dire que voilà, c'est mal, c'est pas bien, mais il y a quand même un peu d'espoir. Je te remercie beaucoup, Jean. On va te retrouver tout à l'heure pour la conclusion. Alors, nous allons passer maintenant à nos rubriques que vous commencez à connaître. On se retrouve dans quelques minutes, après cette page.
Alors j'ai sélectionné pour vous quelques lectures. Tout d'abord, aux éditions Une voix, une histoire. Julie, la grande petite, écrit par Malik Duranty et lu par Coram. Malik Duranty est un auteur qui travaille en étroite collaboration avec l'association martiniquaise des aidants familiaux. Il écrit ce conte, Julie, la grande petite, afin d'ouvrir le débat sur les problématiques que peuvent rencontrer les aidants et de façon plus large, les familles et plus spécifiquement les enfants d'aidants. Venez découvrir une journée dans la vie de cette famille. Aux éditions Negmaron maintenant, un roman, L'incroyable vie d'Eugénie, de Jean-Louis Isabelle. Porto Rico, le 30 juin 1930, en pleine nuit. Eugénie doit absolument fuir la hacienda si elle veut échapper au drôle de destin que lui réserve son mari. L'unique solution pour elle et ses 4 enfants, traverser la mer des Caraïbes en direction de son île natale, la Guadeloupe. Cette nouvelle retrace le parcours extraordinaire d'Eugénie qui, animée par ses rêves et sa détermination, met tout en œuvre pour réussir sa vie. De toute cette histoire, le plus important à retenir est que seul l'amour offre une source inépuisable de possible. Je crois que ça te rappelle quelque chose, Jean. Aux éditions Nestor maintenant, Thibaut va au carnaval de Patricia Bilba. Bien qu'il soit émerveillé par la beauté des costumes et envoûté par la puissance de la musique du carnaval, Thibaut, ce petit garçon de 4 ans, ne reste pas de marbre à la vue des groupes de masse. Et enfin, aux éditions Caraïbes Éditions, Moi Kadhafi, de Véronique Canor. La Guyane. Debout dans la poussière de sa vie, Paul rêve de gloire, de diamants à chaque doigt, d'un autre destin et de péter la gueule au diable. Et si c'était sur scène, dans la peau de Kadhafi, qu'il la prenait, cette revanche? Après tout, entre le leader de Libye et lui, ancien colonisé, il n'y a qu'un miroir. Oui, mais comment jouer Kadhafi? En tyran sanguinaire, comme l'avaient dépeint certains, ou comme ce héros que d'autres continuent de pleurer? Passant de l'un à l'autre, Paul revit les dernières heures de Muammar Kadhafi. Moi Kadhafi, est une pièce de théâtre politique sur les conséquences de la colonisation au niveau intime et social. Nous avons donc terminé pour ces quelques lectures. Passons maintenant à la minute de la lectrice et du lecteur. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer votre vidéo ou votre audio de 3 minutes maximum à l'adresse mail suivante émissionpréface@gmail.com. Bonsoir, je m'appelle Tania et je vous présente ma lecture coup de cœur du moment. Il s'agit du livre Un rayon de soleil entre nos vies de Corinne Dossa. C'est le dernier livre que je viens tout juste de finir et j'ai vraiment adoré. Je me suis laissée complètement emporter par l'histoire. Donc il s'agit de l'histoire d'une famille qui est bouleversée par plusieurs événements assez tragiques de prime abord, notamment l'arrivée d'un enfant porteur de handicap. Mais en fait, à travers son texte, l'auteur nous pousse à comprendre que parfois, une épreuve qui nous paraît plutôt insurmontable et plutôt catastrophique de prime abord peut devenir une force et un élan pour aller de l'avant en fonction du regard que l'on pose sur cette situation et de la façon qu'on a de l'aborder. Donc un livre vraiment qui pousse à la réflexion, des personnages attachants, un livre écrit avec beaucoup d'authenticité qui permet de se plonger et de s'y retrouver. Moi, j'ai aimé rire avec les personnages, j'ai aimé pleurer avec eux et j'ai surtout aimé la réflexion qui en a découlé. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce petit chef-d'œuvre qui s'appelle Un rayon de soleil entre nos vies.
Maintenant, l'autre rubrique que vous appréciez de plus en plus, plaisir de lire. Je rappelle que vous pouvez lire un texte d'un auteur ou alors un texte, ou d'une autrice d'ailleurs, ou alors un texte que vous avez vous-même écrit et que vous envoyez à la même adresse, c'est-à-dire émissionpréface@gmail.com. Le cheval blanc. Voici un conte chinois que le sage Lao Tzu aimait raconter. Ce conte illustre la facilité que nous avons à tomber dans le piège du jugement. Un pauvre Chinois suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu'il possédait un cheval blanc extraordinaire. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait « Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi. C'est un ami, je ne peux pas le vendre. » Un jour, le cheval disparut. Les voisins rassemblés donnèrent leur opinion. « Pauvre idiot, il était prévisible qu'on te le volerait. Mais pourquoi ne l'as-tu pas vendu? Quel malheur !» Le paysan se montra plus circonspect. « N'exagérons bien rien, dit-il. Disons que le cheval ne se trouve plus dans l'étable. C'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? » Les gens se moquèrent du vieil homme. Ils le considéraient depuis longtemps comme un simple d'esprit. 15 jours plus tard, le cheval revint. Il n'avait pas été volé, il s'était tout simplement mis au vert et ramenait une douzaine de chevaux sauvages dans son escapade. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. « Mais tu avais raison, ce n'était pas un malheur, mais une bénédiction. »« Ah, je n'irai pas jusque-là, fit le paysan. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un épisode. Peut-on connaître le contenu d'un livre en ne lisant qu'une seule phrase? » Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir 12 beaux chevaux était un cadeau du ciel. Qui pouvait le nier? Le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta à terre et le piétina. Les villageois avaient une fois de plus donné leur avis. « Oh, pauvre ami, tu avais raison. Ces chevaux sauvages ne t'ont pas porté de chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t'aidera dans tes vieux jours? Tu es vraiment à plaindre. » « Voyons, rétorqua le paysan, n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Qui dira ce que cela aura apporté? La vie se présente par petits bouts, nul ne peut prédire l'avenir. » Quelque temps plus tard, la guerre éclata et tous les jeunes gens du village furent enrôlés dans l'armée sauf l'invalide. « Vieil homme, se lamentèrent les villageois, tu avais raison. Ton fils ne peut plus marcher, mais il reste au moins auprès de toi, tandis que nos fils vont se faire tuer. »« Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous pouvons dire. Dieu seul sait ce qui est bien ou mal. Ne jugez pas, sinon vous ne connaîtrez jamais la réalité. » Maintenant, nous retrouvons donc Corinne Dossat pour ses conseils en écriture. Je vous rappelle que Corinne Dossat, qui est auteure, coach les primo-autrices et auteurs qui souhaitent se lancer dans l'écriture de leur premier roman. N'hésitez pas à la contacter. Bonjour Corinne Dossat, bienvenue à la capsule d'écriture. Aujourd'hui, nous allons parler du show don't tell, littéralement montrez et ne dites pas. C'est un principe narratif bien connu de ceux qui veulent écrire des romans. Des exemples, au lieu de dire Marielle est impatiente, montrez-le en écrivant une scène où Marielle ne cesse de regarder l'heure et de jeter des regards agacés au serveur qui n'a toujours pas emmené sa commande. Ne dites pas, l'histoire se situe en 1969 à Woodstock. Montrez plutôt un personnage vêtu de pâte d'œuf avec des cheveux longs qui assiste à un concert de Jimi Hendrix sur une pelouse au milieu d'une foule dense et enfumée. Au lieu de préciser, au lieu de dire le personnage fait ci, montrez-le faire ça. Show don't tell, c'est remplacer des mots
juste, informatif, par d'autres qui créeront une image mentale et apporteront de la vie et de la texture. C'est donner des choses à ressentir au lecteur plutôt que de les énoncer froidement. Quel est l'impact du show Don't Tell? Quand on écrit un roman, on ne va pas se contenter d'énoncer des choses abstraites, car cela va endormir votre lecteur et va le maintenir à distance. A contrario, en montrant une scène, on rend le texte vivant, on lui donne du corps, on lui donne de la réalité. Et ce récit propulse le lecteur dans le passage, comme si ça se déroulait sous ses yeux. Voilà pourquoi montrer est bien plus crédible et immersif que de le dire. Et puis faites confiance à votre lecteur. Vous n'avez pas besoin de tout lui dire. Laissez-le un peu son imagination faire. Quand vous lui dites, il reste sur ce que vous avez dit. Quand vous lui montrez des images, là, son imagination peut se saisir de ce que vous voulez, du message que vous voulez lui envoyer. Et là, il pourra en faire ce qu'il veut. Sans oublier qu'en montrant simplement les choses, voilà, on pousse le lecteur à interpréter un peu la scène comme il veut. Et puis aussi, utiliser le principe du show don't tell, c'est faire appel à l'intelligence du lecteur. Montrer au lieu de dire, c'est l'occasion de jouer enfin sur la manière dont le lecteur va interpréter sa scène. En percevant certains signes, il peut comprendre des choses que même son héros ignore encore, parce qu'il est peut-être trop juste, trop jeune, trop borné, trop naïf, ou encore parce qu'il n'a pas toutes les cartes en main. Alors que vous voulez donner ces cartes à votre lecteur en lui montrant et en ne lui disant pas. Voilà, à la semaine prochaine. Et enfin, pour terminer, nous retrouvons cette rubrique que vous attendez tous. Une page se tourne, silence ça tourne. Alix vous parle de films qui sont des adaptations de romans. Des romans, ou des films plutôt, que nous avons ou que vous avez tous aimés et que vous êtes toujours très surpris de découvrir qu'il s'agit d'adaptations de romans. Bonjour et merci de me retrouver pour ma rubrique « Une page se tourne, silence ça tourne ». Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation du livre « Le loup de Wall Street ». Ce livre est l'autobiographie de Jordan Belfort. Né le 9 juillet 1962, c'est un ancien courtier américain qui s'est reconverti en tant que conférencier et motivateur. Dans les années 1990, Jordan fonde Stratmon Oakmont Inc., une société de courtage financier aux pratiques douteuses qui œuvre dans le secteur des penny stocks, c'est-à-dire des actions d'entreprises cotées qui ne valent presque rien. Il spécule de manière artificielle pour faire monter les cours et faire croire aux investisseurs qu'ils ont fait une bonne affaire. Au fur et à mesure que ces affaires deviennent florissantes, il développe un style de vie flamboyant et tape à l'œil. Il explique dans son livre que son train de vie et ses dépenses faramineuses encourageaient ses courtiers à l'imiter et donc à travailler encore plus. Jordan dit à propos de ses courtiers, ils arrivaient à gagner $1 million par an et à être ruinés à la fin de l'année. Les 1000 premiers courtiers qu'on a recrutés sont tous devenus millionnaires jusqu'au dernier. Par ailleurs, il devient accro à la cocaïne et au méthaquanol. À son apogée, Stratton Oakmont Inc. emploie 1000 courtiers et gère pour $1 milliard d'actifs. Belfort est accusé en 1998 de délit d'initié et de blanchiment d'argent. Après avoir coopéré avec le FBI, il effectue 22 mois dans une prison fédérale pour délit de fausse information ayant entraîné une perte avoisinant les $200 millions pour ses investisseurs. Belfort est condamné à restituer 110 millions aux investisseurs qu'il a escroqués. Adapter le livre biographique de Jordan Belfort, star des courtiers des années 90, illustration parfaite de l'ascension et de la décadence, n'était pas chose aisée. Quand on regarde la guerre qui s'est déroulée entre Brad Pitt et Leonardo DiCaprio pour l'obtention des droits d'adaptation, ce n'était pas gagné.
Les enchères ont finalement été remportées par le second, car sa vision du projet était plus en phase avec celle de l'auteur. Pourtant, le film a bien failli ne pas trouver le chemin des salles obscures, car le long métrage était en pré-production lors de la grève des scénaristes en 2007. Le film tombe alors aux oubliettes. Finalement, en 2012, tel un phénix qui renaît de ses cendres et sans la bénédiction des grands studios, le film se réalise quand même avec un budget de 100 millions de dollars. C'est ainsi que Leonardo DiCaprio, également producteur, retrouve pour la 5e fois son fidèle cinéaste Martin Scorsese. Alors, que vaut ce grand plongeon dans les bas-fonds de Wall Street? Ce qu'on peut dire, c'est qu'à 71 ans, Martin Scorsese n'a rien perdu de son talent. Sans aucune retenue, il dépeint le portrait d'un homme qui est passé du côté obscur du dollar américain, dans l'ascension grandiloquente d'un jeune courtier parti de rien pour se retrouver au sommet d'un empire. Une œuvre osée, parfois amorale, mais pleine d'audace, Ce Loup de Wall Street est un film sulfureux, intense, à la limite de l'hilarité par moments, mais aussi cruel au travers de la décadence d'un empire qui s'effondre. Pour mieux définir la folie qui caractérise son personnage principal, Scorsese donne à son biopic des accents de film noir et fait des emprunts aux films de gangsters. L'apport des scènes parfois dramatiques et l'interpellation du spectateur par Jordan Belfort nous racontant son histoire rendent cohérent cet univers. La réussite du film doit aussi beaucoup à la performance cultissime d'un DiCaprio fou allié qui aurait largement valu un Oscar. Il incarne avec brio un Jordan Belfort plus vrai que nature, entouré d'une distribution de qualité qui donne encore plus de relief à sa performance. La sensuelle Margot Robbie, en beauté fatale, dans son duo avec DiCaprio, fonctionne à merveille. Jonah Hill, qui est à des lieux de ses rôles habituels de ses comédies potaches, est aussi magnifique. Le seul défaut qui pourrait freiner certains spectateurs, c'est la durée conséquente du long métrage, presque 3 heures. Pourtant, Scorsese arrive à rythmer son film grâce à un montage fluide et à un Leonardo DiCaprio en excellent narrateur, accompagné d'une bande-son des plus agréables. La mise en scène est d'une virtuosité admirable, tout en créativité. Le film est généreux dans le spectacle, notamment à travers des scènes qui vont rester cultes, la prise du médicament Lennon 714 par exemple. Le scénariste dépeint avec une grande lucidité son anti-héros, un monstre de cupidité qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. On retrouve aussi des thèmes chers à la filmographie de Scorsese, comme sa fascination pour les truands, les hors-la-loi riches et charismatiques qui ont fait sa renommée. Il y a vraiment dans Ce Loup de Wall Street la patte du metteur en scène italien, comme dans Casino ou Les Affranchis. C'est un portrait démesuré, comme le Scarface de De Palma, où l'avidité de l'argent transforme les hommes en drogués assoiffés de dollars. À la suite de nombreuses critiques négatives, Leonardo DiCaprio explique que le film ne fait pas l'apologie du comportement de Jordan Belfort. Le film pourrait ne pas être compris par certains. J'espère que le public comprend que nous ne tolérons pas ce comportement, que nous le condamnons. Le livre était une mise en garde, et si vous restez jusqu'à la fin du film, vous comprendrez ce que nous affirmons à propos de ces gens et de ce monde, car ce dernier est toxique. Je pense que c'est incroyable que quelqu'un comme Martin Scorsese fasse encore des films qui sont vitaux, des films qui font parler, sujets à controverse et pouvant attirer des gens de ma génération. Nous avons grandi en regardant ces films et il continue à faire des choses punk rock. C'est une incroyable réussite. Ce film m'a passionnée, tout comme Aviator. Travailler avec Marty à ce stade de sa carrière et faire un film qui comporte de nombreux risques, les gens, peu importe leur attitude après avoir vu le film, devraient comprendre que c'est un film qui sort de l'ordinaire et c'est très difficile à faire de nos jours. Ça n'arrive presque jamais, c'est respectable. En France, le film totalise une note moyenne de 4,2 sur 5 pour 20 critiques. Florence Maillard des Cahiers du cinéma donne la note maximale de 5. Ces 3 heures épuisantes et profuses signent l'accomplissement de ceux qui travaillent en profondeur les derniers films de Martin Scorsese depuis Les Infiltrés. Dans Cinemasters, René Cross décrit une œuvre étonnamment complète et complexe, tout autant une comédie hilarante et absurde qu'une fresque obsessionnelle et dramatique sur la quête impossible du plaisir. Dans le journal du dimanche, Barbara Theat écrit que c'est un grand film étourdissant,
dans lequel Martin Scorsese est au sommet de son art. Avec 300 millions de dollars de recettes à l'échelle internationale, Martin Scorsese a battu son record. Non seulement Le Loup de Wall Street a été applaudi par la critique, mais en plus il a attiré les foules. Pour certains, le secret de cette réussite, c'est le duo Scorsese-DiCaprio. Il semble que ce ne soit pas complètement faux. Le long métrage du réalisateur des Affranchis a valu à l'acteur principal 2 nominations au Golden Globe, à la suite desquelles il a remporté le Globe du meilleur acteur. En vendant les droits de son bouquin pour une jolie somme, le département de la justice américaine avait envoyé une injonction à Jordan Belfort pour utiliser 50% de ses gains afin de rembourser ses victimes, ce qui faisait un beau 100 millions de dollars. Sauf qu'après quelque temps, il n'avait rendu qu'une somme dérisoire et leur devait toujours 90 millions. Mais que dire, quand vous faites un film sur un arnaqueur, il ne faut pas s'étonner qu'il tente de vous arnaquer. C'est dans sa nature. Après cette histoire d'argent non restitué, Belfort déclare que ce scandale a amené une image négative de son histoire personnelle et a réclamé 300 millions de dollars de compensation au studio. La plainte fut vite classée par la justice, mais il faut quand même lui reconnaître un culot colossal. Ma rubrique se termine. Merci de m'avoir écouté. Et enfin, nous retrouvons, pour conclure cette émission, nous retrouvons notre auteur, Jean. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? À qui s'adresse donc cet ouvrage, ce recueil? Où peut-on le trouver? Et quelle est ton actualité littéraire, va-t-on dire? Bon, Gladiateur, je l'adresse à tout le monde. Tout le monde en général peut lire Gladiateur. Et pour trouver Gladiateur, c'est facile. Tu n'as qu'à aller sur mon Insta, Jean les Gladiateurs. Alors, reprends pour que le réalisateur ait le temps de noter. Donc, c'est Jean les Gladiateurs. le Gladiateur. Et dans la bio, tu vas trouver les liens. Et comme ça, sur la boutique, tu vas trouver les livres. D'accord. Donc, en fait, il faut que donc, en fait, c'est seulement sur Instagram qu'on peut te trouver. Bon, oui, Oui, c'est ça. Bon, alors en fait, il faut taper Jean le Gladiateur et dans la bio, on aura le lien pour pouvoir se procurer du livre. se procurer le livre. Oui. D'accord. Et quelle est ton actualité? Est-ce que tu as des rencontres de prévues? Est-ce que... Bon, pour l'instant, et les 18 novembre, comme c'est la bataille de Vertières, D'accord, j'ai une rencontre avec l'association Tête Collée Guadeloupe d'accord, et je serai présent avec eux pour une prestation. d'accord. Donc le 18 novembre, avec l'association Tête Collée. Tête Collée. D'accord. Jean, nous te remercions. J'espère que tu auras apprécié cette conversation littéraire. Tous les plaisirs, c'est pour moi. Hein. Je te Bon. remercie aussi beaucoup pour cette invitation. Merci à toi en tout cas. Alors, auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices et auditrices, cette émission s'achève. Je vous remercie donc de nous avoir écoutés, regardés. Et je rappelle que vous pouvez trouver donc le recueil de Jean sur son compte Instagram, Jean le Gladiateur. Et ainsi, vous pourrez vous procurer ce recueil qui est très, très bien écrit. À très bientôt. Au revoir.